Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le brevet des collèges d'Amérique du Nord, sujet 2025, ici on va tout faire, donc il y a 5 exercices, donc durée 2 heures, il y a 100 points à prendre, chaque exercice vaut 20 points, c'est pas compliqué, la calculatrice est autorisée comme d'habitude, voilà, et on commence, on verra, par un exercice ici où il y a 5 situations, 5 petits exercices en fait, il y a un peu de tout, facteur premier, avec un pourcentage, un petit peu de probabilité. Voilà, un petit peu ici de statistiques. Ensuite, un exercice 2 de la géométrie, triangle, rectangle, droite parallèle, du classique, pas très long. Ensuite, exercice 3, vous voyez un programme de calcul. Exercice 4, on est sur les fonctions, vous avez une courbe, on en profite pour faire aussi des calculs certainement ici de vitesse. Et on terminera, vous le voyez, par un exercice donc avec du Python. Voilà. Donc, il y a tout ça, voilà. Donc on démarre tout de suite avec l'exercice donc numéro 1, les 5 situations. Première situation, donc dans une urne, 40 boules sont donc indiscernables au toucher. Donc je vais mettre l'urne ici, on a 5 boules rouges, 20 boules vertes et 15 blanches. Ça fait effectivement 40. L'expérience consiste à tirer au hasard une boule et à noter sa couleur. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule verte? Alors, il y a équiprobabilité. Chacune des 40 boules a la même probabilité d'être choisie. Puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, la probabilité d'obtenir une boule verte, c'est donc le nombre de boules vertes. Voilà. En fait, il y a 40 boules, donc nombre de boules vertes, on en a 20. Sur le nombre de boules au total, on a donc 20 boules vertes sur 40. La probabilité, c'est 20 sur 40. On simplifie. Évidemment, ça fait 1 sur 2. Autrement, 0,5. Et on a terminé cette première situation. Situation 2, décomposer en produit de facteur premier le nombre 1050. Aucune justification n'est attendue, nous, on va quand même faire le travail. Donc 1050, on peut faire un petit tableau comme ça, on voit que ça finit par 0, donc déjà on peut diviser par 10. Ce qui veut dire qu'il me restera 105. Ensuite, on voit qu'il y a un 5, donc ça finit par 5, donc on peut diviser par 5. Si je fais 105 par 5, eh bien, ça va faire 21. Et 21, on peut le diviser par 7, il restera 3. Ça veut dire que 1050, c'est 10 fois 5 fois 7 fois 3. Mais attention, 10, ici, ça n'est pas un nombre premier. 10, c'est non premier. Donc il faut aller un petit peu plus loin dans votre décomposition. 10, c'est 2 fois 5. Donc on a 2 fois 5 fois 5 fois 7 fois 3. Ça, c'est une décomposition en produit de nombres premiers. Après, en général, on met ça dans l'ordre et on regroupe ensemble les nombres premiers qui sont égaux. Donc on a 2, dans l'ordre il y aura 3. Ensuite, 5, on a 5 fois 5. Donc 5 fois 5, on va écrire 5 au carré. Et on va écrire donc fois 7. Et on a terminé cette décomposition en produit de nombres premiers. Un article coûte 25 €. Calculez son prix après une augmentation de 14%. Donc ici, on a le prix de départ qui est 25 €. On va avoir donc ici une évolution qui va arriver sur son prix donc final, prix initial, prix final, et avec plus 14%. Donc quand on ajoute 14%, il y a deux façons de procéder. Donc le prix final, donc vous pouvez faire soit une seule opération en faisant 25 fois. Alors il faut le coefficient qui correspond à une augmentation de 14%. Vous avez normalement appris que c'est 1 plus 14 sur 100. D'accord? Et donc ici, ça fait 25 multiplié par 1,14. Il faut une calculatrice. Ça donne 57,5. Je transforme, ça fait 28,5. Donc la réponse, c'est 28,5 €. Alors, il y en a qui vont faire autrement, avec un tableau de proportionnalité. Ils vont d'abord calculer 14%. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième méthode. On calcule 14% de nos 25 €. Donc on a 25 €. Ça représente 100%. Et on va calculer 14%. D'accord? Donc on cherche ici ce nombre. Et donc, x, c'est 25 fois 14 sur 100. Produit en croix. Donc je le fais 25 fois 14, je le calcule, divisé par 100, ça fait donc 7,5, donc 3,5. Voilà, 3,5, ça représente 14%. Comme on ajoute 14%, donc prix final, ça sera 25 plus 3,5. Et vous voyez qu'on trouve
aussi 28,5 €. Donc voilà, deux méthodes. Évidemment, ça va plus vite en faisant une seule opération. Donc rappelez-vous, quand on met plus t pour 100, on multiplie par 1 plus t sur 100. Voilà. Et si vous avez une baisse, on multipliera par 1 moins t sur 100. Situation 4. On a un polygone 1, un polygone 2. 2 est un agrandissement de 1. Et le coefficient de l'agrandissement est 2,5. Alors, le coefficient, ça veut dire que c'est les longueurs qui sont multipliées par 2,5. Donc, les longueurs subissent une multiplication par 2,5. Donc, les aires vont être multipliées par 2,5 au carré. Ça veut dire que si l'aire du numéro 1, c'est 7,5 cm², eh bien, il faut savoir que l'aire du 2, ça sera 7,5 fois 2,5 au carré. Cm². Donc ici, on prend la calculatrice. Donc 7,5 fois 2,5 au carré. On obtient ceci, ce qui donne 46,875. Et on note ça directement. Donc ici, ça donnera 46,875. Et on n'oublie pas centimètres carrés. On continue. Situation 5. Donc dans une classe de 3e, on note la répartition des tailles des élèves dans le tableau suivant. Donc en première ligne, vous avez les tailles et l'effectif. Donc ça veut dire qu'il y a deux élèves qui font 152 cm, 4 qui font 157, etc. Quelle est la moyenne des tailles? Alors c'est une formule. Pour calculer la moyenne des tailles, on doit faire quoi? Donc moyenne égale. Alors l'opération est assez longue. Donc on va faire un grand trait. On prend donc ici pour 152, on va faire 2 fois... C'est l'effectif fois les tailles. Donc 2 fois 152, plus 4 fois 157, plus 2 fois 160, et etc. Voilà, j'ai tout écrit. Et on divise surtout par le nombre total. Donc il aurait fallu avant, calculer l'effectif total. Donc c'est 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 2 plus 4 plus 6 plus 5. Alors on peut peut-être le calculer. Donc là, vous avez 6 et 2, 8 et 5, 13, 14, 15, 19, 25, 30. Voilà. Donc on va diviser ici par 30. Vous voyez que je trouve ici 5016. Donc au total, ça fera 5016 divisé par 30. On trouve donc 836 par 5, c'est-à-dire 167,2. Maintenant, quelle est la médiane? L'important, c'est l'effectif total. Il y a 30 élèves. Et 30, c'est un nombre qui est pair. D'accord? Donc, il va falloir, si on fait 2 paquets, vous avez les 15 plus petits et les 15 plus grands. Donc, il faut trouver donc, la taille. Alors, on va mettre dans l'ordre. Il faut trouver la 15e taille. Et donc, la 15e taille et la 16e. Et faire le milieu entre les deux. Donc, on regarde le 15e. Donc, la 15e taille est... Alors, ici, on regarde. Donc, 2, le 6, 6, 7, 8, 8 et 5, 13, 14, 15. Le 15e, c'est donc, je répète, 6 et 2, 8 et 5, 13, 14, 15. Donc, le 15e est à 165. Donc, c'est 165 cm. La 16e taille, donc ici, regardez, on avait donc 6 et 2, 8, 13, 14, 15. Donc, la 16e est ici. La 16e est 170. Donc, ça veut dire votre médiane. La médiane est au milieu. Voilà, donc, je prends 165 plus 170 que je divise par 2. Et ça donnera, vous pourriez le faire même sans cette formule, ça fait donc 167,5 cm. Donc, médiane égale 167,5 cm. Ça veut dire ici que il y a au moins la moitié de la classe qui fait moins de 167,5 ou 167,5 et la moitié qui fait plus ou qui fait 167,5. Donc, vous voyez, quand le nombre est pair, il faut... voilà, vous avez deux groupes, en fait, de 15. Il faut trouver le plus grand du premier groupe et le plus petit du deuxième. Et la médiane va être exactement entre les deux. On passe donc à cet exercice 2 sur 20 points. Donc, vous avez une figure qui n'est pas en vraie grandeur, donc c'est pas la peine d'essayer de mesurer. Et vous avez plein d'informations, donc il faut bien lire. Donc ici, on a 4 points alignés. A, M, A et B sont alignés. A, C et D sont alignés. Voilà. Ensuite, on vous donne deux triangles rectangles. Donc il y a un angle droit en E ici, un angle droit en B.
Et on vous donne des longueurs qui sont très clairement inscrites sur la figure, donc là, il n'y a pas de souci. Vous avez BC, vous avez AD et AC qui sont donnés, et vous avez même un angle qui est indiqué aussi très clairement. Voilà. Donc première question, calculer la longueur AB. Donc sur le dessin, la longueur AB, vous voyez, on est ici. Voilà. Vous n'avez pas cette longueur-là. Par contre, on voit tout de suite un triangle ici ABC. On a deux longueurs, on a un angle droit, donc là, il va s'agir d'utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser Pythagore, donc on va dire dans ABC, rectangle, vous précisez là où est l'angle droit, il est rectangle en B. On utilise le théorème de Pythagore. Et dans ce cas-là, eh bien, on a la somme des carrés des deux côtés qui vaut le carré de l'hypoténuse. On a donc AB au carré plus BC au carré qui vaut AC au carré. Et donc, si je remplace, ça veut dire que AB carré plus, alors AB je le cherche, je ne le connais pas, par contre BC je sais que c'est 30, donc on a ici plus 30 au carré qui va être égal à AC qui vaut 50, donc ça c'est égal à 50 au carré. Donc, on a AB carré qui vaut, alors 30 au carré, je vous le dis, ça fait 900, 50 au carré, ça fait 2500. Et donc, en soustrayant 900 des deux côtés, AB carré va valoir 2500 moins 900. Donc, AB carré vaut 1600. Et là, on prend la racine carrée de 1600, qui est 40. Donc, AB égale 40. Et on pense bien à mettre 40 mètres, hein, puisqu'ici, on est en mètres. Voilà. Et je mets ça sur la figure, comme ça, on peut continuer tranquillement. Ensuite, montrer que les droites DE et BC sont parallèles. Alors, je vais enlever un petit peu toutes les couleurs pour qu'on y voit quelque chose. Il faut les trouver. Donc, DE, on est sur cette droite qui est là. BC, ici, pourquoi est-ce qu'elles sont parallèles? Vous voyez qu'il y a un angle droit ici, un angle droit là. Donc, les deux sont perpendiculaires à cette droite qui est là. Donc, elles sont parallèles. On rédige ça. On va dire que ADE est rectangle E, donc DE est perpendiculaire à AE. Et comme AB et EM sont alignés, vous voyez, on a une seule droite, c'est-à-dire que la droite AE, c'est la droite AB. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, dans l'autre triangle ABC, qui est rectangle donc, en B, on a donc la droite BC qui est perpendiculaire à la droite AB. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, DE et BC sont perpendiculaires à une même droite. On écrira donc ceci, hein, DE et BC sont perpendiculaires à une même droite AB, donc DE et BC sont parallèles. Pour la question 3, montrer que la longueur DE est égale à 42 mètres. Alors on n'a pas DE, vous voyez, et on vient de montrer des parallèles. Donc on a une très jolie configuration ici croisée de Thalès, hein, ici croisée en A. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Important, le point appartient au segment EB, c'est-à-dire qu'il est entre E et B. C'est important ça. Ça donne l'ordre en fait. Hein. Et A appartient aussi à un autre segment, le segment DC. Puisqu'on nous a dit ACD sont alignés, vous voyez, A est entre les deux. Pareil pour les points AE et B. Ensuite, on vient de montrer que DE est parallèle à BC. Donc là, on a exactement la configuration de Thalès. Donc on va mettre d'après le théorème de Thalès, eh bien on va avoir une égalité de rapport. Donc quels sont les rapports qui vont être égaux? Donc on va commencer par ici, alors si on prend dans le grand ici, donc AE, on va donc aller chercher le correspondant dans l'autre triangle, vous voyez, AE, EB sont taillés, donc on va faire AE sur EB. Ça sera égal, pareil, à AD sur celui qui est en face, c'est-à-dire AC. Et pareil pour le troisième côté, ici c'est DE sur BC. Voilà. Et nous, l'inconnu ici, c'est DE. Donc il me faut DE sur BC. Ensuite, est-ce qu'on connaît AD sur AC? Mais on connaît. D'accord? Donc on connaît AD, on connaît AC. Donc on va dire, donc on va utiliser uniquement les deux derniers. AD sur AC, ça vaut combien? Mais ça vaut 70 sur 50. Ensuite, eh bien, BC vaut 30. Donc d'après ça, ça veut dire que DE sur BC, donc DE sur 30, est égal à 70 sur 50 ans. D'accord? Donc, on multiplie par 30. DE va être égal à 70, donc fois 30, sur 50. Et à la calculatrice, je vous montre, ça fait 42.
Alors, comment on pourrait le faire sans machine? On pourrait déjà simplifier par 10, il me resterait 3 et 5. Et 70 divisé par 5, ça fait 14. Et 14 fois 3 fait 42. Donc DE1 fait 42 mètres. Je mets ça sur la figure et on continue. Quatrième question. On veut la longueur EM. Alors EM, on sait quoi? On a un triangle ici. Donc le triangle EMD, il est rectangle en E. Donc on va pouvoir faire de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Parce qu'on a un angle et on a une longueur. Donc là, je veux EM. Donc par rapport à mon angle, c'est le côté adjacent. Et ça, c'est le côté opposé. Donc il me faut un adjacent et un opposé. Donc rappelez-vous, SOHCAHTOA. Donc SOHCAHTOA. Il me faut adjacent et opposé, c'est donc le TOA. C'est donc utiliser la tangente. Donc on va dire dans le triangle EMD rectangle, la tangente de l'angle donc, qui est ici, c'est donc l'angle EMD. Elle vaut donc, c'est TOA, l'opposé sur l'adjacent. Je vais peut-être réécrire opposé sur adjacent, c'est-à-dire ED sur EM. Alors nous, on cherche EM, d'accord? Ça veut dire que donc, on a tangente de 60 degrés qui vaut ED, donc 42 sur EM. Petite manipulation, on va donc ici diviser par tangente 60 et multiplier par EM. Donc la position de EM et de tangente 60 s'inverse. Donc ça veut dire que EM est égal à 42 divisé par la tangente de 60 degrés. On prend la calculatrice. Donc ici, on va faire 42 divisé par la tangente de 60. Voilà. Et ça me donne 14 racines de 3. Donc ici, tout de suite 24, on va arrondir à 24, alors nous demandez combien? 24, donc effectivement, ça fait 24,240, à peu près 9, donc ça fait bien 24,2 si on arrondit. On a bien exactement ce qu'on voulait. Maintenant, l'aire du triangle AMD. Cette question 5, c'est la plus difficile. En déduire l'aire de AMD. Il faut en déduire, donc il faut déduire de ce qu'on vient de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va se servir donc de notre triangle EMD, la longueur EM. Alors, dans l'idée, nous on cherche ici l'aire de ce triangle qui est ici. Donc je l'assure, oui, on cherche cette aire-là. Et maintenant, grâce à ce qu'on vient de faire, on est capable de calculer l'aire du petit triangle rectangle ici, EMD. Donc est-ce qu'on connaît l'aire du triangle ADE? Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est l'aire donc du triangle, donc l'aire du triangle AMD. Ça va être l'aire du triangle ADE moins l'aire du triangle EMD. Alors nous, on est capable de calculer l'aire de EMD. Évidemment, on a une valeur approchée, mais comme on va en déduire, on utilise. Donc l'aire de EMD. EMD, c'est un triangle, il est rectangle. Rectangle en E. Donc l'aire de EMD, c'est quoi? Une base. Base fois hauteur sur 2, c'est donc la base, je vais dire que c'est EM, fois la hauteur qui correspond, c'est ED, divisé par 2. Ce qui fait donc 42 fois, donc alors ici ça sera du à peu près, 42 fois 24,2 sur 2. Et je trouvais 508,2. Donc ici on a dit à peu près 508,2. Ici, ça sera des mètres carrés. Maintenant, l'aire de ADE. Pour l'aire donc de ADE, je vais d'abord chercher la longueur AE. Alors on avait Thalès tout à l'heure, rappelez-vous, on avait plein d'égalités de rapports, et il y en avait un qui était donc EA divisé par ici AB, qui était égal à donc AD divisé par AC. Et donc avec ça, on aurait pu trouver EA. Ça veut dire que EA divisé par AB qui fait 40 est égal à AD, donc 70 sur 50. Donc ici, comme tout à l'heure, on va trouver EA, qui est 70 fois 40 sur 50. Et à la calculatrice, on trouve 56, donc ça fait 56 mètres. Donc l'aire de notre triangle A, donc je l'ai appelé ADE, c'est un triangle rectangle en E, ça sera donc la base, c'est-à-dire AE, ou EA, je l'ai appelé EA, multiplié par la hauteur qui correspond avec l'angle droit, c'est-à-dire ED, divisé par 2. Donc 56 fois 42 divisé par 2. Et vous voyez qu'on trouve 1176 mètres carrés.
Et on n'a plus qu'à faire notre petite soustraction. L'aire de AMD est donc égal à 1176 moins 508,2 mètres carrés. Hein, donc évidemment, c'est pas un égal, c'est à peu près. Donc ici, à peu près, donc je fais ma... Donc ça, moins 508,2, et je trouve donc 667,8 mètres carrés. 667,8 mètres carrés. Et on a terminé cet exercice avec une question finale qui n'est pas si simple. Exercice 3 sur 20 points, donc un problème de calcul, c'est très classique. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc on est sur le programme, pour l'instant A. Donc on choisit le nombre 4. On va faire dans l'ordre. On le multiplie par 3. Donc 4 fois 3, j'obtiens 12. On ajoute 15. Donc je fais plus 15. 12 plus 15, ça fait 27. Ensuite, on divise par 3. 27 par 3, ça fait 9. Et on enlève 4, donc moins 4. 9 moins 4, ça fait 5. Donc effectivement, il n'y a rien à dire, on obtient bien 5. Deuxième question. Montrer que lorsque l'on choisit et moins 2, le résultat obtenu avec A, c'est toujours 5. Donc on part de moins 2, on fait la même chose, fois 3, ça fait moins 6. Plus 15, moins 6 plus 15, ça fait 9. Faites bien attention. On divise par 3, ça fait 3. Et on enlève le nombre de départ. D'accord? Donc le nombre de départ, hein, donc je dis, on choisit moins 2. Donc je fais 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait bien 5. Donc, on a déjà fait 2 questions, oui. Troisième question, le programme. L'affirmation sur le programme A donne toujours le nombre A. Pour les deux qu'on a, oui, on a choisi, ça donne 5 pour l'instant. Maintenant, on va faire, donc on choisit, donc X. Ça veut dire que si on prend X, on fait déjà fois 3. Donc j'obtiendrai 3X plus 15. J'obtiens 3X plus 15. Ensuite, on divise par 3. Donc, en divisant par 3, ça fait 3x plus 15 divisé par 3. Et ensuite, on fait moins le nombre de départ, donc moins x. J'obtiens donc 3x plus 15 sur 3, moins x. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, le résultat, c'est 3x plus 15 sur 3, moins x. Alors, ici, hein, on a une division par 3, on a une somme, donc on peut dire que c'est 3x. Alors, on peut aussi mettre toi-même dénominateur marqué, c'est peut-être plus simple pour vous. On va tout mettre sur 3. Donc ici, x, eh bien, je vais mettre 3x sur 3. Et donc mon résultat fera sur 3, 3x plus 15 moins 3x. On voit bien que les 3x s'annulent. Il me reste 15 sur 3, il me reste 5. Donc effectivement, c'est vrai. Le programme A donne toujours le nombre 5. Donc c'est toujours un même résultat avec le programme A. Et à noter que ici, j'aurais pu faire une petite variante. Quand on divise par 3 une somme, chaque terme est divisé par 3, donc ça aurait fait 3x sur 3 plus 15 sur 3 moins x. Et 3x sur 3, ça fait x. Donc là, j'aurais eu x plus 15 sur 3 qui fait 5 moins x. Les x moins x s'annulent, il me resterait bien 5. Maintenant, question 4. Lorsque l'on choisit 10, quel résultat obtient-on avec le programme B? Donc, ici, on choisit 10. Voilà. Donc, j'ai 10 ici. Du côté, ici, je vais faire, donc je soustrais 1, donc moins 1, ça fait 9. Je soustrais 6, donc moins 6, ça fait 4. Je multiplie donc les deux nombres, 9 fois 4, donc ça fait 36, et je fais plus 5, pardon. Et donc 36 et 5, ça fait 41. Donc on obtient 41 si on part de 10. Dernière question. Il existe exactement deux nombres pour lesquels le programme A et B fournissent à chaque fois les résultats identiques. Alors déjà, on a vu que A donne toujours 5. Donc on va regarder pour B. Donc si je prends X, donc avec le programme B, on choisit X. Donc ça veut dire qu'ici, je vais faire X moins 1. Je soustrais 1. De l'autre côté, on soustrait 6. Donc X moins 6. Ensuite, on fait la multiplication des deux. X moins 1
fois x moins 6. Et ensuite, on ajoute 5. Donc, c'est x moins 1 fois x moins 6 plus 5. Donc, si on veut que A et B donnent un même résultat, on cherche donc x tel que x moins 1 fois x moins 6 plus 5 égale à 5. Et on remarque qu'il y a un 5 des deux côtés. Donc, si j'enlève 5 des deux côtés, eh bien donc, ça veut dire qu'on cherche x moins 1 fois x moins 6, ça fait plus 5 moins 5, 0, donc ça égale 0. Un produit est nul. Produit nul. Si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc ça veut dire que x moins 1 est égal à 0 ou x moins 6 égale 0. Et donc, ça donne, j'ajoute 1 des deux côtés, x égale 1, j'ajoute 6 des deux côtés. Conclusion, il y a exactement, effectivement, c'est vrai, il existe exactement deux nombres pour lesquels les programmes AB fournissent à chaque fois les résultats identiques. Et donc ces deux nombres sont 1 et 6. Ces deux nombres sont 1 et 6. Et j'indique ici, j'avais pas mis la question ici, mais la question c'était quels sont ces deux nombres. Bien sûr, il faut qu'il y ait une question. Et donc vous voyez, exercice finalement de programmation pas très compliqué, à part quand même la dernière question, il y a un petit peu de travail, voilà. Pour ce quatrième exercice, vous avez comme ça une courbe, il y a une courbe d'une fonction qui est tracée, et on est sur une course organisée, Malo s'entraîne sur un parcours de 13,5 km. Vous voyez qu'ici, en ordonnée, on a les distances en kilomètres, donc ça va monter jusqu'à 13,5. Donc la courbe ci-dessous représente la distance parcourue en fonction du temps. Donc vous avez effectivement en abscisse le temps en minutes, et la distance en ordonnée. Première question, la distance et le temps parcouru par Malo sont-ils proportionnels? Ce qu'on peut dire très simplement, c'est que la courbe que vous voyez n'est pas une droite, déjà, et donc la courbe représentant la distance en fonction n'est pas une droite passant par origine, donc il n'y a pas proportionnalité. Pour qu'il y ait proportionnalité, il faut à la fois avoir une droite et en même temps qu'elle passe par origine. Ici, on n'a pas une droite, vous voyez, il y a des endroits ici avec des cassures, donc il n'y a pas proportionnalité. Deuxième question, quelle distance Malo a-t-il parcouru au bout de 20 minutes? Donc on regarde sur le graphique, 20 minutes c'est ici, on va donc chercher le point qui correspond, c'est exactement ce point-là, et donc quand on envoie ici, on trouve 4,5, donc il a fait 4,5 km, donc là il n'y a pas à justifier sur la copie, donc à peu près 4,5 km. Deuxième chose maintenant, combien de temps a-t-il mis pour faire les 9 premiers kilomètres? Donc cette fois-ci, on va lire sur l'axe vertical, on cherche là où est le 9, donc le 9 est ici. Donc on va aller chercher le point qui correspond horizontalement, on est ici. Donc on envoie ça là, donc c'est 50 minutes. Donc ça va, vous voyez, très vite, temps nécessaire, à peu près 50 minutes. Là, ça tombe quasiment sur vraiment le trait. Donc on n'est pas forcément obligé de mettre à peu près. De toute façon, sur les lectures graphiques, c'est toujours des lectures approchées. Maintenant, quelle est la vitesse moyenne lors de cette course? Et on doit exprimer ça au dixième de kilomètre près. Alors, il faut regarder quel temps il a mis pour tout faire. Donc, sur la courbe, ce qui m'intéresse, c'est le point qui est à la fin. Donc ici, vous voyez, 13,5 km, c'est ici, effectivement. Et quand on va lire, donc on trouve 80. Donc il a mis 80 minutes pour faire les 13,5 km. Donc sa vitesse, on la veut en heures. Donc il va falloir transformer 80 minutes en heures. Donc ici, alors 80 minutes en heure, ça fait quoi? Donc 80. Ça, c'est donc notre temps t. 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc ça veut dire que t fois 60 égale 80, il y a proportionnalité, donc t égale 80 sur 60, ce qui fait 8 sur 6, donc je simplifie 4 sur 3. On va garder donc 4 sur 3 heures, 4 tiers d'heure, d'accord? Donc la vitesse moyenne, c'est donc la distance en kilomètres sur le temps en heures, donc 13,5 divisé par 4 sur 3. Alors, on va le faire à la machine, mais sinon, quand on divise par 4 sur 3, on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Bon, par 3, on multiplie par 3 sur 4. Et vous voyez que ça vaut 10,125. Donc ici, j'écris 10,125 km par heure. On devait arrondir au dixième de kilomètre, donc résultat,
vitesse moyenne est donc à peu près 10,1 km par heure. Maintenant, Louise et Hilal ont couru sur le même parcours de 13,5 km. Louise a une vitesse donc moyenne de 12 km par heure et Hilal de 10 km par heure. Sachant que Louise et Hilal sont partis en même temps, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée? Bon, là, c'est très simple. C'est évidemment Louise parce qu'elle court plus vite. D'accord? Elle a une vitesse moyenne qui est plus grande, donc c'est Louise. Hein. C'est Louise, d'accord, qui était la première à franchir la ligne. Alors, on peut regarder le temps qu'ils ont mis, hein, mais c'est Louise car elle a une vitesse moyenne plus grande. Dernière question, quelle distance sépare Louise et Hilal lorsque le premier des deux franchit la ligne d'arrivée? La première chose, on va aller regarder quel est le temps de Louise. Donc on sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc le temps, petite manipulation, c'est la distance sur la vitesse. Donc là, c'est 13,5 km sur, on est en kilomètres. Donc on va diviser par des kilomètres. Et on divise par des kilomètres par heure, on obtiendra des heures. Donc je fais ceci. Et ça sera donc en heures. Donc je prends la calculatrice, ça c'est vraiment. Donc ici, on va faire 13,5. Donc divisé par 12. Donc on a un temps de 9 huitièmes. Donc je note ceci. 9 huitièmes d'heure. Alors 9 huitièmes, ça tombe juste, hein, ça fait 1,125 heures. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder, au moment où Louise arrive, hein, eh bien, où est Hilal? D'accord? Donc Hilal, en 1,125 heures, qu'est-ce qu'il parcourt? Sa distance, après ceci, c'est la vitesse fois le temps. Il a une vitesse de 10 km par heure, donc on met ce qu'il fait en 1,125 heures, donc là on décale juste, il fait 11,25 km. Voilà, il lui reste donc 13,5 moins 11,25. Donc ça c'est facile, 13,5, donc il lui reste, vous voyez, pour aller à 12,25, il y a 1, 2, il reste 2,25 km à parcourir. Et on a terminé puisque c'est ce qu'on a demandé, donc réponse 2,25 km. Et on attaque l'exercice 5. Alors, beaucoup de textes, donc on va regarder vraiment d'abord la partie 1, on fera la partie 2 après, bien sûr. On a au départ 3 scripts, il y en a un qui est effacé, donc on en parlera dans la question 2. Donc première question, ça parle des scripts 1 et 2. Hein, il permet d'obtenir un dessin ci-dessous. Il faut associer chacun au bon dessin. Il n'y a aucune justification. Donc on va regarder, hein, ici, si on regarde bien la figure, on a 6 côtés, donc un hexagone et un triangle. Donc un hexagone, il faut faire quelque chose 6 fois. Hein. Et là, on voit bien qu'on a 6 fois. Hein, ici, on a 3 fois. Et à chaque fois, c'est les mêmes instructions. Hein. Donc, il y a ce qui change, évidemment, c'est l'angle. Hein. D'accord? Parce que ici, en fait, dans l'angle, on tourne plus. Ça revient plus vite. Alors, la direction de départ. Donc ici, de façon évidente, le 6, c'est donc le dessin numéro 1. Et ici, ça sera le dessin numéro 2. Voilà. Rapidement, regardez, pour le script 1, on se met en position d'écriture. Donc on va aller vers la droite toujours. On avance de 30 pas. Et on tourne de 120. Alors on est ici et on tourne de 120. Donc on tourne de 120 par rapport à cette direction-là. 120, ça fait ceci. Et ça nous laisse ici en fait 60, puisqu'on a 120 à cet endroit-là. Vous avancez de 30 et on refait pareil. Donc en fait, on fait ceci et ça fait un triangle équilatéral. Pour le script 2, on fait 30 de la même façon, mais on tourne que de... Donc on tourne de 60. Donc on va tourner juste, d'accord, par rapport à l'horizontale, ça va tourner comme ceci. Quand on est là, on tournera aussi de 60, mais par rapport à cette direction. Donc ça va faire ceci. Et assez vite, voilà, on tourne de 60 et vous voyez qu'on obtient cette figure ici, là. Donc c'est bien un hexagone. Voilà, donc il n'y a pas de grande difficulté hein, pour l'instant. La deuxième question, le script 3, donc celui-ci où il manque un petit bout, hein, vous allez essayer justement de retrouver. Hein. Instruction,
permet d'obtenir un losange, vous voyez. Donc on démarre comme si vers la droite, on fait 30 pas, on tourne ici pour aller là, 30 pas, 30 pas, 30 pas. Donc il faut régler un petit peu les angles, vous voyez. Donc ici, vous avez les 3 instructions, il faut les mettre dans l'ordre. Donc au départ, on est ici, donc on va avancer de 30 pas. Donc d'abord, on a la C. On va mettre d'abord l'instruction C. On avance de 30 pas. Donc c'est-à-dire que vous êtes ici, on avance, on arrive à cet endroit-là, et dans cette direction. Et là, il faut tourner. Et vous voyez qu'on va tourner de combien? Il faut tourner de tout ça. Voilà, donc là, on va tourner de 120 degrés, comme dans notre triangle au début. Donc c'est ici une tournée de 120 degrés. D'accord? Donc c'est l'instruction maintenant B. Donc c'est B. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, une fois qu'on est tourné, on est par là, et on doit réavancer de 30 pas. Donc là, on va faire CB. Ensuite, C, on arrive en haut. D'accord? Quand on arrive en haut, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tourner à nouveau, vous voyez. Voilà, donc il faut tourner à nouveau, mais cette fois-ci, regardez, on est là, il faut tourner juste ici, donc il faut tourner que de 60. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un A, on tourne un peu moins. Et on arrive ici. Et là, on est comme ceci. Mais si vous remarquez, en refaisant exactement CBCA, ben vous allez avancer de 30, ici tourner de 120, réavancer de 30, et ici tourner de 30. Donc ça veut dire que ça, il faut le faire 2 fois. Vous voyez pourquoi ici, il y a un 2 fois, parce qu'on répète 2 fois CBCA. Donc ça veut dire que vous auriez dû, à la place de ce qui est ici, donc il y avait marqué quoi? Il y avait marqué l'instruction C, puis l'instruction B, puis l'instruction C, puis l'instruction A. Je ne les recopie pas, hein, voilà. Mais voilà l'idée, et on le fait 2 fois. On arrive maintenant à la partie principale. Donc ici, on nous demande, première question, quelles sont les coordonnées de point de départ? Alors ça, c'est très rapide, on n'a même pas besoin de tout lire. Ici, on nous dit d'aller à moins 200 et 0. Donc les coordonnées du point de départ, c'est évident, c'est très simple, c'est donc coordonnées du point de départ, moins 200, 0. Question numéro 4. Alors là, il y a un petit peu de travail, c'est une question qui est assez intéressante. Vous avez comme ça notre script principal, et vous avez 5 captures, voilà, une fois qu'on a exécuté ce script, voilà, il y en a 2 qui sont possibles et pas les autres. Alors on va le regarder, ce programme, il est original, parce que vous avez le départ en moins 200, on va vers la droite, et là on choisit un nombre entre 1 et 3, d'accord? Qui correspondent au premier script qu'on a vu, d'accord? Le 1 fabriquait un triangle, le 2 un hexagone ou inversement, et le troisième faisait un parallélogramme qui avait cette forme-là. D'accord? Et donc ici, il se passe quelque chose. Si on choisit le 3, c'est-à-dire le script avec le parallélogramme, eh bien on va le faire 6 fois, en espaçant à chaque fois chaque parallélogramme de 60. Donc pour avoir comme ça 6 parallélogrammes, et une fois que vous aurez fait ces 6, on écrira « Voici le dessin ». Ou alors, deuxième possibilité, vous avez choisi un nombre qui était 1 ou 2, et dans ce cas-là, on n'exécute pas les boucles, ici on dit juste qu'on a perdu. Donc regardez bien, la première capture, ça n'est pas possible. Ça veut dire qu'ici, vous avez fait les 6 parallélogrammes, mais il n'y a pas l'espace de 60 entre chacun, donc ça ne peut pas être celui-ci. Il manque l'espace. La capture 2 est possible, parce qu'on a choisi le motif 3, on a fait nos 6 parallélogrammes, qui correspondent aux 6 boucles, ici avec l'espacement de 60, et à la fin on écrit bien « Voici le dessin », donc celle-là est correcte. La capture 3 perdue, ça veut dire que vous avez choisi un nombre entre 1 et 2, et donc vous avez juste dit perdu, donc ça c'est bon. Ici ça ne va pas du tout parce que vous avez fait que 3 parallélogrammes et il nous en faut 6, donc ça c'est faux. Et la capture d'écran 5, ça ne va pas parce qu'il y a une rotation entre chaque dessin, et donc ça ne peut pas être celui-ci. Parce que c'est important, à chaque fois que vous faites votre parallèlogramme, vous repartez, on revient à chaque fois, on est toujours orienté vers la droite, donc il n'y a pas de rotation. On continue. Maintenant, on arrive sur des probabilités. Ouais, c'est un exercice assez rigolo parce que on était sur Scratch et d'un coup, eh bien, on passe sur des probabilités. Donc, on clique sur le drapeau vert. La probabilité, eh bien, qu'on ait marqué dessin. Donc, on a dessin ici, c'est quand on a choisi le 3. Il y a 3 choix, 1, 2 ou 3. Donc, pour l'exercice 5, ça veut dire qu'on a choisi le 3. Et donc, la probabilité qui est donc, voici le dessin, c'est donc une chance sur 3. Enfin, probabilité, c'est donc 1 sur 3. Maintenant, 6e question. On lance de nouveau le programme 100 fois, et on a les résultats ici. Donc, il y a eu 40 fois de dessin, 60 fois perdu. Quelle est la fréquence de l'affichage? Voici le dessin.
Donc, fréquence, ça ressemble beaucoup à des probabilités, mais là, c'est sur des choses qui ont déjà eu lieu, c'est des statistiques. Donc, voici le dessin, il y en a eu 40 sur 100, donc c'est une fréquence de 40 sur 100, qui fait 0,4. D'accord ? Et donc, ça c'est pour le A. B, pourquoi le résultat est-il différent de celui obtenu à la question 5 ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'une probabilité, c'est un résultat théorique. D'accord ? Une fréquence est calculée sur des expériences qu'on a vraiment réalisées. Donc, quand on fait... donc ici, on a fait 100... On a exécuté le programme 100 fois, eh bien, la fréquence que vous obtiendrez, on sait que plus on va réaliser l'expérience un grand nombre de fois, plus la fréquence va se rapprocher du résultat théorique. Mais il n'y a pas de raison qu'elle soit égale au résultat théorique. D'ailleurs, si vous faites 100 fois quelque chose, vous n'aurez jamais un résultat qui tombe sur 3, puisque 100 divisé par 3, ça n'est pas un nombre entier. Donc vous voyez qu'ici, on n'aurait pas pu obtenir de toute façon un tiers, puisqu'un tiers de 100, ça ne tombe pas juste. Par contre, si on lance 300 fois, on peut théoriquement obtenir n'importe quel résultat entre 0 et 100. La fréquence sera donc une fréquence, c'est un résultat donc entre 0 et 1, d'accord ? Et donc ici, la fréquence théorique, c'est 0,4, c'est un tiers. Pourquoi ce résultat est-il différent de celui obtenu à la question 5, c'est-à-dire de 1 tiers ? Eh bien, une probabilité, c'est un résultat théorique. Ça, c'est important, vous compreniez ça. Une fréquence, elle est calculée sur des expériences réalisées réellement. La théorie nous dit que, eh bien, plus on va réaliser l'expérience un grand nombre de fois, un très grand nombre de fois, et plus la fréquence va se rapprocher de 1 tiers. D'accord ? Mais quand on fait une expérience un nombre très faible de fois, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on soit près de 1 tiers. Ici, vous voyez, on était à 0,4. Si je fais l'expérience qu'une seule fois, je peux par exemple avoir 100% de dessin, c'est-à-dire une probabilité de 1, ou 0% de dessin, c'est-à-dire une probabilité de 0. Mais plus je vais réaliser cette expérience, plus on va se rapprocher de 1 tiers. Donc là, on est à 0,4. Alors, on peut obtenir 1 tiers. Par exemple, il se peut que je fasse 120 fois le programme, et sur 120, j'aurai 40 dessins. Là, j'aurais obtenu, ici, 1 tiers, d'accord ? Ici, vous voyez bien que sur 100 programmes, théoriquement, on devrait arriver sur 33,3, etc. dessins, donc ça n'est pas possible. Donc on ne tombe pas exactement sur la théorie. Donc juste, ce que vous pouvez dire, c'est qu'une probabilité, c'est un résultat théorique. On sait qu'on se rapprochera de 1 tiers, mais il n'y a pas de raison particulière d'être égal à 1 tiers, et même sur des grands nombres, on n'est pas plus, on est très près de 1 tiers, on n'est pas toujours exactement sur 1 tiers. Voilà, donc cet exercice est terminé, et avec lui, donc le sujet entier du brevet Amérique du Nord 2025. À très bientôt.